Qu'est-ce que tu appelles s'engueuler grave? Ça peut aller jusqu'où? Qu'est-ce que tu as constaté dans tes pratiques d'accompagnement? C'est très simple, c'est la même chose pour tout le monde, pour les autres comme pour moi. C'est que l'autre va appuyer sur le bouton rouge en ayant un comportement soit de fuite, soit de déni, soit d'hystérie, peu importe, un comportement qui n'est pas adapté. Il appuie sur le bouton rouge et toi, tu deviens fou folle de rage. T'as envie de tuer. Tu dois connaître ça. Le bouton qui nous active. Ouais. Alors, est-ce qu'on en a tous un de bouton rouge? Ah oui. Alors, si t'en as pas, c'est que t'es complètement dans le déni ou anesthésié. Et du coup, l'autre va chercher à trouver l'endroit où, comme les enfants, où tu vas réagir. Donc, l'autre va chercher délibérément, peut-être inconsciemment, Souvent à appuyer sur le bouton rouge. Quand tu n'en as pas. Maintenant, quand t'en as un, t'as pas besoin de te crever la cervelle. Hein. Il suffit que tu dises à l'autre, t'as pas grossi, t'as pas maigri, Ouais. tu veux vraiment mettre cette robe. Ah non mais des soutiens-gorge comme ça, c'est pas possible, mais elle a la benne. Ou alors, encore un soufflet. Je pense à tout ce que j'entends. Du style, tu parles toujours à ta copine machin. C'est un truc à la con, et l'autre va être dans tous ces états dans la seconde. Donc c'est un bouton qui va rappeler un schéma ancien, quelque chose... Oui, qui n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui, C'est mais ça. qui va, grâce à l'ascenseur du temps, te propulser dans une situation que tu as vécue. C'est pour ça que la thérapie Imago consiste à retrouver dans l'enfance les moments qui ont généré ce qui se passe aujourd'hui. Dans toutes les thérapies, d'ailleurs, tôt ou tard, tu arrives dans l'enfance. Je ne vois pas comment tu peux ne pas y arriver. Sauf si le trauma aurait eu lieu plus tard. Ça arrive. Des primo-traumas à 18-20 ans. Ok. Genre une agression, un attentat, un truc comme ça. Mais la plupart du temps, dans les systèmes relationnels du couple, puisque c'est ce dont on parle, il y a quelque chose qui va être activé et la réaction va être là, pour le coup, très violente. Et moi, je dis toujours aux gens, vous allez dans les toilettes et vous mordez le rouleau de papier. Parce que si tu parles, tu vas dire des trucs que tu vas vachement regretter après. Moi, je les ai vus de mes couples, là, ils se disent des trucs. Il y en a qui notent, qui enregistrent, et j'entends les disputes. C'est d'une violence. Et je me demande à chaque fois comment ils peuvent se remettre ensemble derrière. Une violence dans les propos. Dans les propos, et parfois physiques. Peut-être les actes aussi. Oui, j'ai eu un petit couple, là, ils étaient jeunes, ils avaient 25 et 30, et c'était la fille qui était le plus âgée. Ils sont arrivés avec des cocards, tous les deux. Ils s'étaient cassé la gueule. Ouais. Mais ça y est, je les ai récupérés, eux. Et c'était pas gagné. J'ai eu des nouvelles et je sais qu'ils sont ensemble et que ça va bien. Ils en étaient venus aux mains, c'est pour ça qu'ils m'ont consulté. C'est rare, hein, c'est la seule fois où j'ai eu ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on se sent activé ou alors quand l'autre est activé? T'as mentionné d'aller dans les toilettes mordre le rouleau de PQ. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Tu peux faire ça avec ton oreiller, tu peux dire à l'autre, écoute, je suis un peu activé, là que je sors, je vais fumer une clope ou je vais faire le tour du pâté de maison. Ouais. Tu peux te mettre un casque avec ce groupe allemand là. C'est quoi comme son? Ah, c'est violent. Hein. Très violent, tu te mets ça dans les oreilles. Tu peux aussi mettre de la musique de danse africaine et tu peux danser tout seul avec ton casque. Il y a un truc qui marche bien, c'est de te faire la méditation Kundalini Dosho. Où t'es comme ça. Pour ceux qui écoutent, Bénédicte est en train de se balancer sur sa chaise. Oui, parce que t'as un son où t'es en shaking. Okay. T'es comme ça. En fait, t'as 4 étapes et tu sors de là, ça t'a pris 1 heure, t'es calmé. Donc, et à propos de méditation, même la méditation en pleine conscience, ça marche très bien. J'ai remarqué personnellement l'effet. C'est-à-dire qu'en méditant régulièrement, on va augmenter... C'est quoi cette citation que je cherche? Viktor Frankl. Très bien, le psychiatre. Le psychiatre qui a passé un certain nombre d'années dans un camp de concentration, qui a écrit un super bouquin qui en anglais s'appelle Man's Search for Meaning. Je crois qu'en français, il a un titre totalement différent. C'est un des rares livres que j'ai lu plusieurs fois, extraordinaire. Et il a dit que il existe un espace entre le stimulus et la réponse, et c'est dans cet espace-là qu'on trouve notre liberté. Alors, je suis en train de paraphraser, j'ai pas appris la citation par cœur, mais j'ai remarqué qu'avec la méditation, on a tendance à cultiver cet espace-là, à le faire grandir, l'espace entre stimulus et la réponse, qui fait que, face à un stimulus donné, on a davantage de liberté à choisir sa réponse que si on ne méditait pas. Alors, les Américains, qui sont beaucoup moins intello, ils ont fait un truc très simple. Ouais, vas-y. Qui s'appelle, je crois, The 5 Seconds Rules. Ah bah voilà, c'est une façon très simple de reformuler ce Et alors, que je viens de c'est dire. une fille qui était alcoolique, qui arrivait même plus à emmener ses enfants au bus scolaire jaune, tu sais, comme aux États-Unis. Ouais. Et un jour, elle a vu un départ de la fusée Ariane, elle a entendu 5, 4, 3, 2, 1, et elle a écrit un bouquin qui a fait un best-seller. Et mais ça marche, parce que combien de fois je l'ai donné à des gens impulsifs, tu comptes jusqu'à 5 entre le moment où tu veux passer dans la réaction et ben, le temps de compter, ça te calme. Ça me rappelle ma compagne, je l'adore pour ça, elle est très spontanée et elle se rappelle régulièrement qu'il faut qu'elle tourne sa langue dans sa bouche plusieurs fois avant de parler, parce que sinon elle a tendance à dire des choses qui dépassent sa pensée et qu'elle met ensuite 48 heures à retirer. Et même si elle retire, et c'est ça que je voulais te dire, ce qui est important dans la violence verbale, c'est qu'on n'oublie jamais. Et notamment, ceux qui sont les plus violents, ce sont les pervers. Ah oui. Les pervers narcissiques sont des gens qui sont les plus charmants du monde, mais quand ils
passent en mode je change de visage, je me transforme en monstre, deviennent extrêmement brutaux et savent exactement où ça fait mal. Mais le problème, c'est qu'après, c'est comme un alcoolique, il s'excuse de t'avoir frappé ou il s'excuse d'avoir dit des choses horribles, mais ça laisse des traces. Et en fait, d'agression en agression, de mot dur en mot dur, je parle pas juste tu ressembles à mon ex ou ouais, tu t'es levé du pied gauche ou t'as vu comment t'es coiffée. On dirait Madame Mime, c'est la sorcière dans Walt Disney. Je parle de mots violents. C'est ce que Pagnol appelle dans La prière aux étoiles, j'en parle dans un de mes livres, le compte en banque. En fait, quand tu balances des trucs, tu tombes dans le débit. Ouais. Et à un moment donné, t'en as tellement balancé, même si tu t'es réconcilié 1000 fois sur l'oreiller, que c'est le débit qui l'emporte. Oui, c'est pas parce qu'on dit « Ah, je suis désolé d'avoir dit ça que c'est comme si ça ne s'était pas dit. » Jamais. En jamais. effet. Jamais. Et par contre, on peut approvisionner le compte en banque tout à fait. avec des expériences positives qui va faire qu'il peut retrouver son niveau initial, ce compte en banque émotionnel. Il y a aussi un truc qui marche assez bien, enfin en tout cas... Je parlais de moi là parce que c'est quelque chose que je connais. Je suis pas sûre que tout le monde fonctionne comme ça. J'ai gardé de l'adolescence ce truc où mes parents me rendaient folle. Et avec les mecs, j'ai eu ça quand j'étais jeune. C'est-à-dire, ils appuyaient sur un bouton, j'avais envie de les tuer. Ah ouais. J'allais dans les toilettes et je me sentais d'une impuissance. Et je bouffais pas le roux de PQ, je tapais contre le mur. J'essayais de pas trop faire de bruit, mais j'avais envie de les tuer. Et je me suis fixée comme règle, si t'as envie de le tuer, si t'es dans les toilettes et que tu hurles comme si t'étais prisonnière de l'adolescence. J'ai compris ça, j'avais 20 ans, je me barre. Alors, je sais que c'est un truc très excessif, on va dire, de quand j'étais jeune, mais comme je sais qu'il y a forcément des gens qui nous écoutent et qui sont capables d'être activés violemment, au point d'avoir envie de tuer, si quelqu'un a ce pouvoir-là, bien sûr, tu lui laisses le pouvoir. Bien sûr, t'es en partie responsable. Bien sûr, si tu vois là où ça t'active, tu peux calmer le jeu. Mais quand même, à l'époque, j'avais pas les outils que j'ai aujourd'hui. C'était un bon début. Imagine que quelqu'un de 25-30 ans nous écoute, qu'il n'ait jamais travaillé sur lui, se dit si l'autre me rend folle et que j'ai envie de lui casser la gueule, peut-être que c'est pas la bonne personne pour moi. Ce qui n'empêche pas que je peux travailler sur pourquoi j'ai envie de lui casser la gueule, qu'est-ce que ça me rappelle de l'enfance. Mais quand t'es jeune, t'es très impulsif, tu sais pas tout ça. Puis ce que tu ignores quand tu es jeune, c'est que la différence, c'est pas forcément une bonne chose. Alors que quand tu vieillis, tu te rends compte que si t'as pas les mêmes valeurs de base, tu peux pas avancer. Parce qu'au début, tu choisis quelqu'un pour emmerder tes parents. Très souvent. Ouais. Ou pour prouver que non, pas du tout, on peut faire bien avec le contraire. C'est un peu comme dans un stage de tantra. Tu regardes l'autre et tu décides que tu vas faire la structure avec lui. Il y a quelque chose qui est évident. Tu vas le faire, c'est comme ça. Et ça se discute même pas. D'ailleurs, les gens se regardent pour se choisir. Ça n'a même pas besoin d'être verbalisé. Et je trouve ça extraordinaire parce que comme j'en vois beaucoup de coachés faire des stages de tantra, tout le moment du choix de l'autre passe par un regard. Et ben, je pense que c'est pareil en amour. On se comprend. On se choisit, dans le meilleur comme dans le pire d'ailleurs. Mais on sait qu'on a un truc à vivre ensemble. Ensuite, si le truc à vivre ensemble est violent, moi je pense qu'il y a des gens avec lesquels il ne faut pas insister. Et là, je vais te dire, tous les gens addicts, tous les gens caractériels, tous les gens qui sont fâchés avec leur environnement, ou qui se fâchent, qui sont en prud'homme, qui sont en procès, qui ont des divorces qui n'en finissent pas, et tous les gens qui ont une addiction qui ne dit pas son nom, mais qui pourrit la vie. Par exemple, les bagnoles de collection, par exemple. Comment tu me tacles? Je prends ça comme exemple, et j'aurais pu choisir le char à voile, les boîtes de camembert, les courses de chevaux. Tu peux traverser le monde pour aller chercher une boîte de camembert fabriquée, je sais pas où. Enfin, camembert, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais tu sais, des collections obsessionnelles qui prennent l'argent du ménage, qui prennent le temps du ménage, et qui font qu'on ne se dispute pas parce qu'on a autre chose. Il y a quelqu'un qui en parle très bien, c'est un psychiatre d'origine hongroise qui vit à Vancouver et qui a été spécialiste des populations autochtones qui se droguent. Il s'appelle Victor Maté. Et lui, il avait une addiction aux CD de musique classique. Et donc, il était capable de sortir d'une consul pour aller acheter des CD. Ah ouais. Et il en a acheté 3 et il claquait un fric monstre. Ah ouais. Il a beaucoup écrit sur l'addiction et maintenant qu'il est en retraite, il se développe à fond sur la toile. Il te plairait ce gars. Il t'intéresserait. Et lui explique que tous les drogués ont forcément eu des traumas, mais que tous les gens qui ont vécu des traumas ne deviennent pas drogués. Mais pour moi, tous les gens qui sont addicts, que ce soit addicts à leur colère, parce que pour moi, c'est une addiction, la colère. Je mets la colère et la dépression, le côté caractériel, dans le même sac que la drogue. Idem avec la collection. Quelqu'un qui a besoin de mettre au milieu de la relation quelque chose qui occupe tout son espace, que ce soit une ex, que ce soit un enfant malade. Bon, là, ça se discute, mais le rapport avec la mère de l'enfant malade, par exemple, ou l'enfant qui est malade pour que les parents restent ensemble, tout ce qui fait qu'il y a une tierce qui va au milieu du couple, pour moi, ça relève de l'addiction. Donc j'ai une théorie qui n'est pas très orthodoxe sur le sujet, parce que évidemment, quand je dis ça, la colère, c'est pas une addiction. Bah si, quand tu piques ta crise et que tu l'insultes, c'est une addiction. T'en as besoin. Mais la vraie question, c'est à qui tu parles quand tu piques ta crise. Une addiction, c'est quelque chose qu'on fait malgré soi, alors qu'on avait décidé de ne pas le faire et qu'on peut pas s'en empêcher. Et qu'en plus, ça fait pas du bien. Parce que quand t'as piqué ta crise et que t'as insulté l'autre ou quand t'as bu tes 3 litres de vin, tu te sens pas fier, quoi. Et c'est très souvent quelque chose qui fonctionne dans le couple comme régulateur. Alors, ce sont des mini-addictions. C'est-à-dire, c'est le porno, c'est le vin. C'est pas un verre de vin, un apéro qui vont te rendre alcoolique. Je parle même pas d'alcoolisme mondain. Mais c'est quelque chose qui va bouffer l'espace du couple. Et chez les filles, ça peut être trop de sport, par exemple.
Les filles, c'est 15 heures de sport par semaine. Alors effectivement, elles sont gaulées, mais à côté, elles font chier avec leurs graines de protéines et tout ça. Et ça implique plein de choses derrière. Ça implique aussi des conventions. Voilà, donc du coup, elles se barrent, c'est loin, ça coûte de l'argent. Ouais. Et ça va être le truc qui est au milieu du couple. Et ça paraît pas méchant vu de l'extérieur. Parce que c'est ça, c'est du sport. Tu vois, c'est pas comme si elle était alcoolique. Mais pourtant, quand elle revient du sport, elle est crevée, elle peut pas faire l'amour. En même temps, où mettre la frontière, parce que c'est aussi bien, n'est-ce pas, que chacun dans le couple ait son espace à lui ou à elle, et qu'on n'ait pas forcément besoin de tout faire ensemble. Peut-être que dans mon couple, j'aime bien les voitures de collection, et ma nana, ça la saoule, et... Enfin, non, c'est même pas que ça la saoule, elle est indifférente. Elle est indifférente, oui. Ça l'active pas en tout cas. Et peut-être qu'elle, elle aime bien faire du yoga ou je ne sais quoi. Et... Ça, c'est ok. Je te parle de trucs extrêmes, moi. C'est quand ça prend trop de place. C'est quand ça prend toute la place. Pas trop de place, toute la place. Si tu veux, dans les couples, t'en as qui sont très demandeurs. T'as toujours un qui est demandeur et un qui est lâche-moi les basques. Si je caricature. Ouais. Comme disait, je sais plus si c'était Zola ou Balzac, je crois que c'était Balzac. Il y en a toujours un qui souffre et un qui s'ennuie. Je dirais, il y en a toujours un qui est plus en demande d'amour que l'autre. Et c'est celui-là qui va souffrir. Mais le fait de se retrouver, je pense que c'est quelque chose que tous les couples devraient avoir. Alors, ça dépend des pressions qu'ils ont. Que ce soit le boulot ou que ce soit les enfants, ça reste des pressions. Et c'est le fameux petit rendez-vous. Ouais. Tu sais, avec les chaises en quinconce, là, ou les fameux exercices de l'oreiller dont je t'avais déjà parlé, où on se donne un temps d'espace et d'écoute. Tu peux dire aux auditeurs ce que c'est que cet exercice de l'oreiller ? C'est un grand classique. Tu es allongé, par exemple, sur le lit, tu es adossé au mur, tu ouvres les jambes, tu as un oreiller sur tes jambes et l'autre est allongé la tête sur l'oreiller en regardant le plafond et tu l'écoutes pendant un temps que vous définissez ensemble, un quart d'heure, une demi-heure. En général, c'est un quart d'heure, 20 minutes, parce que c'est long, un quart d'heure, quand tu fais que parler. Ah, ouais. Et tu parles de toi, t'es pas là pour régler des comptes, mais tu peux dire quand tu m'as dit ceci, je me suis senti cela, bon, la base. Et ensuite, c'est à l'autre de parler. Et il n'est pas supposé réagir sur ce qui a été dit, il est supposé parler de lui. Chacun son tour. Chacun son tour. Et en fait, une fois que tu as bien lâché ton truc, ça va beaucoup mieux. C'est aussi bête que ça. Et ça, tu peux le faire une fois toutes les semaines ou tous les 10 jours quand tu es en début de relation, une fois tous les mois quand tu es en vitesse de croisière, et ensuite quand tu as besoin.